Querétaro, au Mexique. C'est une métropole super vibrante d'1,5 million d'habitants, juste à 200 km au nord de Mexico. Imaginez un peu la scène, enfin pour ceux qui nous écoutent, essayez de visualiser. Dans les quartiers périphériques, sous une chaleur écrasante, t'as des familles entières qui tournent le robinet de leur cuisine. Ouais, et il y a rien qui sort. Exactement, pas une goutte. Elles ouvrent celui de la salle de bain, pareil. Les canalisations sont désespérément à sec, et ça, parfois pendant des jours entiers. Mais le truc fou, c'est que si on fait à peine quelques kilomètres depuis ces mêmes foyers assoiffés, Il y a de l'eau. bah oui, il y a de l'eau. Et pas qu'un peu. Des quantités astronomiques d'eau potable. Seulement, elle n'est pas pour les habitants. Elle circule à un débit ahurissant pour refroidir d'immenses entrepôts de béton, des trucs aveugles de la taille de plusieurs stades de foot. C'est complètement dystopique. Mais grave. Ces forteresses, elles appartiennent à Microsoft, Amazon, Google, et pour empêcher leurs serveurs de fondre, ces géants consomment chaque jour l'équivalent en eau pour irriguer 200 hectares de maïs. L'eau est là, physiquement, mais elle est confisquée pour nos écrans. C'est une image tellement saisissante, le contraste physique super brut entre le robinet à sec d'une famille et ces gigantesques tours industrielles qui crachent de la vapeur à plein régime. Tout ça juste pour qu'on puisse faire des recherches Internet ou générer des images virtuelles. Ça matérialise l'invisible d'un coup. Et c'est exactement la mission de notre exploration aujourd'hui. On a plongé dans une masse colossale de données, notamment cette enquête monumentale de Block News sortie en avril 2026. Une enquête fascinante d'ailleurs. Ah oui, incontournable. Notre but aujourd'hui, c'est vraiment de lever le voile sur la réalité matérielle, physique et géopolitique de ce qu'on appelle, avec beaucoup trop de légèreté, le cloud et l'intelligence artificielle. On a tous cette métaphore en tête, genre un petit nuage mignon. Ouais, le truc immatériel qui flotte au-dessus de nous, quoi. La vérité, elle est faite de béton armé, d'acier, d'électrons arrachés aux centrales et de nappes phréatiques à sec. Ok, décortiquons tout ça. Comment on en est arrivé là ? À une situation où notre vie numérique assèche littéralement le monde réel. Pour comprendre comment on peut assécher une ville comme Querétaro, il faut d'abord redéfinir ce qu'est un data center aujourd'hui. L'image qu'on a tous du petit placard informatique ou du local climatisé au sous-sol, Ah oui, le fameux local serveur des années 2000. voilà, c'est fini ça. C'est une relique du passé. Aujourd'hui, on parle de data center hyperscale. Et franchement, le mot hyperscale n'est pas choisi au hasard. Hyperscale, d'accord. Mais concrètement, ça ressemble à quoi quand on est devant ? Parce que les chiffres de l'enquête, ils donnent juste le vertige. Visuellement, faut s'imaginer des infrastructures de 50 000, 5 000, voire 200 000 mètres carrés. C'est plus du tout des bâtiments, c'est genre des campus industriels entiers. Et à l'intérieur, du sol au plafond, t'as des kilomètres de rangées de serveurs. Des kilomètres ? Ouais. Mais le vrai changement radical, c'est ce qu'il y a dans ces serveurs. Avant, ça stockait des emails, des photos. Aujourd'hui, avec l'explosion de l'IA, le cœur du réacteur a changé. Les serveurs sont remplis de processeurs ultra puissants. Les fameux GPU, c'est ça. Les puces H100 ou H200 de Nvidia. Exactement. J'aimerais bien qu'on s'arrête 2 secondes sur ce point technique parce que c'est la clé. Pourquoi des GPU ? Jusqu'ici, nos ordis marchaient super bien avec des puces classiques, les CPU. Pourquoi l'IA a besoin de ce truc spécifique ? C'est une super question. En fait, ça tient à la façon dont l'IA réfléchit. Enfin, si on peut dire réfléchit. Un processeur classique, un CPU, c'est comme une voiture de course, très rapide mais qui fait une tâche complexe à la fois. Ok, pour ouvrir un logiciel ou une page web, c'est parfait. Voilà. Mais l'intelligence artificielle, surtout les réseaux de neurones, ça marche pas du tout comme ça. Elle a besoin d'analyser des milliards de petits morceaux de données en même temps. Donc, à l'inverse de la voiture de course, un GPU, c'est comme une flotte de milliers de petits bus. Des petits bus, d'accord. Chaque bus va un peu moins vite, mais tous ensemble, ils transportent des millions de calculs en simultané. C'est le calcul parallèle. C'est indispensable pour l'IA, mais cette armada de puces demande une énergie absolument phénoménale. Et ces petits bus, ils coûtent une blinde. L'enquête donne des prix oscillant entre 25 000 et 40 000 $ la puce. Et un seul data center hyperscale, pour entraîner une IA, peut en avoir des dizaines de milliers. Si tu fais le calcul, la facture matérielle, juste pour acheter ces puces, se compte en milliards de dollars par bâtiment. C'est une barrière à l'entrée colossale. Parlons-en de ces montants, parce qu'on a franchi un cap industriel de dingue. Pour l'année 2026, si on additionne Amazon, Google, Meta et Microsoft, le budget total, c'est 630 milliards de dollars pour construire ces forteresses. 630 milliards. C'est dur à réaliser,
Amazon toute seule, c'est 200 milliards. C'est plus que le PIB du Bangladesh, un pays de 170 millions d'habitants. Donc le nuage, c'est pas juste faux, c'est une image qui nous endort. Faut plutôt imaginer des hauts fourneaux de l'ère victorienne, des trucs brûlants qui crachent de l'IA au lieu de l'acier. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la géopolitique cachée derrière ces chiffres. On n'est plus du tout dans la vente de pubs en ligne. C'est un réarmement mondial. C'est une vraie guerre froide technologique. Ah ouais, carrément. Bah oui, la logique c'est la même qu'au XXe siècle. La suprématie absolue. Sauf que l'arsenal n'est plus nucléaire, il est algorithmique. Celui qui a la plus grande puissance de calcul dictera les règles mondiales des prochaines décennies. Donc dans cette guerre froide, Nvidia se retrouve dans une position plutôt confortable. C'est le marchand d'armes de cette nouvelle guerre. C'est tout à fait ça. Ils sont en quasi-monopole technique, presque un cartel. Microsoft leur a pris 500 000 puces en une année. Les Chinois, comme ByteDance ou Tencent, jouent des coudes pour en avoir en contournant les lois américaines. Tout le monde se bat à mort pour ça. Sauf que, une fois qu'on a construit ces cathédrales de béton remplies de puces à 40 000 balles, le vrai problème commence. Il faut les faire tourner. Et là, c'est l'impact physique pur. La faim électrique et la soif. Ah bah, les lois de la thermodynamique, on peut pas les tromper. Tous ces processeurs qui calculent, ça fait une chaleur phénoménale. Si on refroidit pas la pièce tout de suite, les serveurs fondent. Littéralement. Littéralement en quelques minutes. Donc il faut du courant massif, en continu, et un système géant pour évacuer la chaleur. Le refroidissement, ça peut pomper jusqu'à 40% de la facture électrique du bâtiment. Les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie sont effarants. En 2024, ces data centers engloutissaient 415 TWh. C'est toute la consommation de la France sur un an. C'est colossal. Et d'ici 2030, c'est demain, ça va bondir à 945 TWh. C'est le Japon. Un seul nouveau data center demande 1 gigawatt, soit un réacteur nucléaire dédié juste à lui. Et nos réseaux publics sont absolument pas prêts. En Irlande, plus de 20% de toute l'électricité générée part dans les data centers. 20%? Ouais, et aux États-Unis, ça va être la moitié de toute la croissance de la demande en électricité. On branche ces monstres sur des réseaux vieillissants qui galèrent déjà l'hiver. Et pour pas que ça crame, on en revient à l'eau. Faut vraiment qu'on explique ce mécanisme. 560 milliards de litres d'eau engloutis en 2023. Comment un ordi peut boire de l'eau? Bah, c'est le principe des tours de refroidissement par évaporation, c'est super efficace pour l'industrie. On prend l'eau chaude des serveurs, on la pulvérise à l'air libre dans de grandes tours, et en s'évaporant, l'eau absorbe la chaleur. D'accord, je vois l'idée. Thermiquement, c'est génial. Sauf que cette eau, elle part en vapeur dans l'air. Elle est physiquement retirée de la nappe phréatique ou de la rivière. Ce qui rend la situation en Espagne complètement lunaire. Amazon a eu l'autorisation de mettre 3 mégacentres en Aragon. L'Aragon 1, une région semi-aride où 74% du territoire est menacé de désertification. C'est absurde. On implante des usines qui évaporent de l'eau au milieu d'un endroit qui meurt de soif. C'est un transfert physique de richesse. Un utilisateur à Paris ou à New York demande à ChatGPT une recette ou une image, et l'eau, pour faire ce petit miracle, est évaporée en Espagne ou en Mexique. L'immatériel est payé par les locaux. En parlant des requêtes, regardons le coût réel de l'IA. Une simple requête texte, ça coûte environ 0,3 Wh. Genre une ampoule LED allumée 1 minute et demie. On se dit bon, ça va. Ça a l'air de rien vu comme ça? Mais c'est juste l'inférence. L'entraînement des modèles, c'est un gouffre. Pour GPT-4, on estime que ça a coûté 30 000 mégawattheures, la consommation de 10 000 foyers français pendant un an. Pour un seul logiciel. Faut bien séparer l'entraînement de l'utilisation. L'entraînement, c'est forcer ces GPU à tourner à fond jour et nuit pendant des mois pour avaler Internet. Ça coûte cher en énergie. Mais l'utilisation va augmenter aussi, non? Grave, parce que les IA récentes intègrent du raisonnement, elles génèrent de la vidéo HD, elles simulent des réflexions. Chaque étape démultiplie le calcul. Le coût par requête va exploser. Attendez, là, il y a une énorme objection à faire. Depuis des années, on nous vend la tech comme l'outil parfait pour la transition écologique. L'IA va optimiser l'agriculture, l'électricité. Ouais, on entend ça tout le temps. Est-ce qu'on n'est pas en train de construire une usine à gaz? On crame des ressources physiques de dingue pour gratter quelques pourcentages d'efficacité. C'est le serpent qui se mord la queue. Votre objection touche en plein dans le mille. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond en économie. L'IA crée des gains d'efficacité réels, oui, en médecine ou en logistique. Ok, donc il y a un bénéfice. Oui, mais regardez la répartition. Ces optimisations génèrent des profits massifs pour les entreprises privées. Par contre, la facture, genre la ligne haute tension à travers la forêt ou la nappe phréatique à sec, ça, c'est payé par tout le monde. C'est une privatisation parfaite des bénéfices virtuels et une socialisation totale des dégâts physiques.
Ah, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les États peuvent plus fournir, donc les géants de la tech font sécession. Ils construisent leur propre centrale. Ils n'attendent plus rien de l'État, ouais. Microsoft signe un chèque pour relancer un réacteur de Three Miles Island, là où il y a eu le pire accident nucléaire civil américain. Google s'associe à Kairos pour 7 réacteurs. Elon Musk pose carrément 35 turbines à gaz géantes à Memphis sans autorisation. C'est des États-nations indépendants, hein. Et ça soulève la question la plus critique de la décennie, la gouvernance démocratique. Historiquement, le nucléaire, c'est l'État. C'est géré par la puissance publique, parce que les risques sont énormes. Bien sûr. Et là, on va faire du nucléaire privé pour alimenter des entrepôts de données. Qui va contrôler la sécurité en toute indépendance? Si la boîte fait faillite, qui gère les déchets radioactifs dans 20 ans? Bah l'État, au final. Toujours l'État en dernier recours. Les assurances privées couvrent pas le risque nucléaire. Le cadre juridique actuel est aveugle face à ça. Et politiquement, c'est la fracture totale. Pour être très factuel, d'un côté, on a l'administration de Trump aux États-Unis avec un plan de 500 milliards pour déréguler et construire à fond. C'est vu comme le plus grand chantier pour battre la Chine. Une pure logique de puissance géopolitique, pour des ressources physiques. Alors, où ça laisse la France et l'Europe, tout ça? Parce que l'endroit où on construit ces monstres, c'est la souveraineté. 70% de nos données, y compris santé et banque, étaient aux États-Unis en 2023. C'est une vulnérabilité folle. T'as le Cloud Act américain. Leurs agences peuvent exiger toutes les données d'une entreprise américaine, même si le serveur physique est à Paris. Donc aucune vraie souveraineté juridique. Exactement. L'épée de Damoclès est permanente. Sans parler du climat. L'électricité américaine, c'est 391 grammes de CO2 par kilowattheure. En France, avec le nucléaire, c'est 30 grammes. C'est plus de 10 fois moins. C'est énorme. L'ADEME dit que si on laisse nos usages numériques à l'étranger d'ici 2050, ça fera 48 millions de tonnes de CO2. Si on rapatrie en France, c'est 1,8 million. Et c'est la grosse fenêtre de tir pour la France. On a une électricité très décarbonée et un réseau robuste. C'est pour ça que 55 zones ont été identifiées pour attirer ces infrastructures. L'idée, c'est de leur imposer des normes strictes, comme la chaleur fatale. La chaleur fatale, ah oui, c'est fascinant comme encyclage. C'est génial. Au lieu d'évaporer l'eau, on met des échangeurs thermiques, on récupère la chaleur des serveurs et on la réinjecte dans le chauffage urbain pour chauffer des écoquartiers ou des hôpitaux. Le potentiel, c'est 13 TWh d'ici 2035. Ouais, il y a même des prototypes sous-marins ou des trucs flottants sur la Loire pour utiliser le froid naturel du fleuve. Mais bon, ça reste un pacte faustien. C'est un peu choisis ton poison. Pour protéger nos données et éviter le charbon américain, on doit attirer ces monstres voraces chez nous. On gagne la souveraineté, mais on met une pression de fou sur nos propres réseaux et nappes phréatiques. Si on relie ça à l'échelle globale, la souveraineté et le climat, c'est le même combat. Si l'usine est sur ton sol, tu imposes tes règles. Si elle est au Texas ou en Aragon, tu subis en fermant les yeux. Imposer des normes, ça demande de ramener ça dans le monde réel. Ouais, donc en rassemblant le puzzle, on voit bien que notre monde numérique, qu'on croyait léger, infini et libre, C'est tout l'inverse. c'est une machinerie ultra lourde, métallique, brûlante et contrôlée par une oligarchie. Et chaque geste, scroller, générer un texte, a un coût physique réel en électrons et en eau pure. Et prendre conscience de ça, ça amène à la question la plus taboue, que tout le monde esquive. La hiérarchie de nos usages. C'est la réflexion finale pour ceux qui nous écoutent. Actuellement, ce réseau mondial utilise la même énergie et la même eau potable pour faire tourner un hôpital. Et pour qu'une IA dessine un chien en combi spatial. Voilà. Aucune hiérarchie dans le sacrifice. Imaginez que ce data center hurlant soit transplanté au bout de votre rue, branché sur votre château d'eau. Face à la sécheresse, quel confort virtuel accepterions-nous de sacrifier sur le champ pour être certain que, quand on tourne le robinet... L'eau continue de couler. Exactement. Comme à Querétaro. C'est la vraie question.